Salut, c'est Emeric, bienvenue dans Une histoire, une vie, le podcast libre, inspirant et engagé. Tous les 15 jours, vous nous retrouverez pour des témoignages de vie hors normes et des débats percutants sur les grandes questions de société. Aujourd'hui, je vous présente Nora Tirane, maman de Marion, 13 ans, victime de harcèlement scolaire, qui s'est suicidée le 13 février 2013. Nora a raconté ce drame dans un livre devenu un téléfilm pour France 2, Marion, 13 ans pour toujours, un récit poignant qui expose son combat pour obtenir justice. Aujourd'hui encore, Nora se bat pour que Marion ne soit pas morte en vain. Elle a créé l'association Marion la main tendue, déterminée à éradiquer le harcèlement scolaire. Mais qui est-elle depuis ce drame et comment mène-t-elle ce combat ? Bienvenue dans Une histoire, une vie de Nora. Bonjour Nora, merci d'être mon invitée aujourd'hui. Bonjour Emeric. Le 13 février 2013, tu retrouves ta fille sans vie chez toi, dans ta chambre. Il est aux alentours de 13h, tu es chez une amie et tu sens que quelque chose ne va pas. Avant de rentrer chez toi, tu te souviens de ce que tu as ressenti ? En fait, je l'ai découvert, il était 13h, mais j'avais eu le pressentiment, avant de partir, comme elle était souffrante, je lui avais laissé 2 téléphones, qu'elle pouvait, que son état pouvait s'aggraver, c'était semble-t-il une grippe, on est en février. Et en arrivant chez mon amie, j'essaye de la joindre, je n'arrive pas, j'ai le pressentiment qu'il s'est passé quelque chose. Comment tu le ressens, ce pressentiment ? En fait, en parlant avec mon amie, je lui dis clairement, il arrivait quelque chose à Marion, je vais l'appeler pour qu'elle me réponde. Et je lui avais donné avant de partir, elle avait son portable près d'elle et le téléphone fixe qui n'en est pas, mais vous avez compris, donc la ligne fixe. Et elle répond pas et je lui dis, il faut que je rebrousse chemin, je vais aller voir. Persuadée, je ne sais pas pourquoi, qu'elle a glissé dans la salle de bain, ça n'a pas de sens. Donc je reprends mes enfants qui étaient en train de dessiner, je les attache dans le véhicule, je repars, on est à quoi 5 minutes en voiture, vraiment pas loin. Et en ouvrant le portail, je me dis, ouf, ça va, je sais pas pourquoi, parce que j'étais persuadée en partant... je sais pas, j'avais un pressentiment, mais une intuition plutôt qu'un pressentiment. Et j'ouvre la porte et j'appelle Marion, je monte à l'étage, j'ouvre la salle de bain. Pas de Marion, donc je vais dans sa chambre et je n'arrive pas à ouvrir la porte de sa chambre. Et je force. Et là, j'ai le sentiment... c'est un attentat. Je tente de la réanimer, je ne rentre pas dans les détails. Dans le même temps, j'appelle les secours puisque je prends le téléphone. Oui. Dans le même temps, je descends en bas pour voir comment allaient mes enfants puisqu'ils étaient restés dans le véhicule qui était en marche. Et j'avais aussi une chienne, une Golden Retriever qui était là. Et je m'étais dit, c'est tout ça en même temps. C'était le chaos. C'était un attentat. Là, au moment où on se parle, je revois l'image de mon manteau jeté à terre. Les pompiers qui disent qu'ils arrivent, je leur donne une adresse, ils me donnent une autre adresse, je ne comprends pas. J'essaye de faire ce que je ne sais pas faire, c'est-à-dire un massage cardiaque. Oui. Elle respire, je me dis ça va aller, je lui parle. Et voilà. Et à ce moment-là, tu comprends qu'elle s'est pendue ? Je l'ai détachée, donc oui, je l'ai compris. Oui. Et juste à côté d'elle, comme un symbole, ça, je l'ai découvert son après. Téléphone portable. Mais en fait, c'est le chaos, c'est le tsunami. Et les pompiers arrivent, ils me font descendre. L'amie chez qui j'étais récupère mes enfants. Elle a compris quand je ne répondais pas au téléphone qu'il s'était passé quelque chose. Oui. Et voilà. Et c'est quand, au moment où je sors, et là j'entends une musique dans sa chambre que je ne connais pas, lancinante. Et en fait, mon regard se porte à ce moment-là sur son téléphone pendu à son lit avec cette musique lancinante. Elle avait pendu aussi son portable. Parce que son téléphone, c'était le mot de tous ses problèmes. Je sais pas si c'était... Non, je sais pas si c'était le mot... Non, je dirais pas que c'était le mot de tous ses problèmes. Je dirais que c'était le point final de tous ces problèmes. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tout avait commencé, maintenant je le sais, à l'école, dans le bus, avec des amis proches, qu'elle a laissé une lettre. Et ce téléphone, c'est celui avec lequel elle a tenté de demander de l'aide et personne ne lui a répondu. Et dans lequel, en effet, il y avait tous ces messages haineux. Ouais. Et pourtant, cette année-là, tu lances de multiples appels à l'aide auprès de la direction du collège Jean Monnet après avoir découvert que ta fille recevait des menaces, notamment sur son téléphone. Tu demandes même que Marion change de classe, mais rien ne se passe. La veille de son décès, ta fille ressent des palpitations et pourtant, tu ne reçois aucun appel. Aujourd'hui, des témoignages montrent que d'autres enfants avec le système éducatif, on a des défaillances. Comment c'est possible ? C'est possible parce que quand on ne s'intéresse pas à la vie de l'enfant et uniquement à la vie de l'élève, alors on passe à côté de ces sujets-là. On est en 2013, c'est un sujet dont on ne parle pas, on parle des violences en milieu scolaire, les états d'âme des élèves.
c'est pas trop leur sujet. Tout est sous la crise de l'adolescence. Il se trouve que Marion était une bonne élève. Après tout, elle avait qu'à s'endurcir. On a encore aujourd'hui des établissements qui nous expliquent que c'est des histoires de gamins et que ce sont des interactions sociales. En effet, elle m'appelle la veille à 13h aussi, Ouais. le 12 février, en me disant « Maman, je vais pas bien ». Et je lui ai dit « Tu vas rentrer ». Je l'ai appelée à plusieurs reprises. Elle m'a dit qu'elle se reposait. Et le soir, quand je suis rentrée avec mes autres enfants, elle est descendue de sa chambre. Elle m'a dit qu'elle avait mal à la gorge. Donc, je lui ai donné des médicaments. On a dîné. Le lendemain matin, elle m'a dit qu'elle n'allait pas bien. Je lui ai dit, repose-toi. J'ai appelé le collège en disant que ma fille n'allait pas bien. Je suis partie voir une amie pour lui déposer des vêtements. Et le 13 février, à 13h, elle avait 13 ans, c'était terminé. Après le geste de détresse de Marion vient ensuite l'incompréhension. Tu as besoin de réponses, tu as besoin de comprendre. Tu découvres quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard qu'une lettre a été écrite. Non, le lendemain. Le Pardon, lendemain, en fait. par la presse. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a cru qu'on allait la sauver, on n'a pas réussi. C'est quelque chose de bruyant, en fait. Et je demande si Marion a laissé une lettre aux gendarmes. Et on me dit non, Marion n'a pas laissé de lettre. Pour comprendre, Marion écrivait beaucoup, dessinait beaucoup, aimait l'art plastique, fabriquait des choses. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, elle a dû laisser une lettre. Et on me dit non. On me dit, mais vous savez, madame, on est le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, c'est sans doute un chagrin d'amour. Et là, je me dis, mais un chagrin d'amour, elle avait un petit ami, on avait parlé, mais mettre fin à ses jours comme ça, ne pas laisser de lettre, c'est incompréhensible. Donc, on reste avec cette information. Et puis, le soir, les gendarmes m'appellent à nouveau en disant, on a besoin, parce qu'ils avaient tout pris dans la chambre, tout ce qu'ils avaient à prendre, ce qui est tout à fait normal dans le cadre de l'enquête, un code, le code PUC du téléphone. Et au moment où je cherche, je leur dis, mais est-ce que Marion a laissé une lettre ? On m'a dit, non, madame, Marion n'a pas laissé de lettre. Donc, la nuit n'en est pas une. Le lendemain matin, une amie vient chez moi et elle me dépose le quotidien Le Parisien, dans lequel il est indiqué en une que 2 enfants se sont suicidés suite au harcèlement. Le jeune Mathéo à Bourg-Saint-Maurice, du fait, alors c'est pas du fait, mais compte tenu du fait qu'il était harcelé par sa couleur de cheveux, il était roux. Ça reste incompréhensible et inadmissible et intolérable. Et Marion qui a laissé une lettre. Donc en fait, le sentiment, l'intuition que j'avais que Marion avait laissé une lettre existait. J'ai appelé le journal. Bon, après, voilà, ça répondait pas. J'ai appelé le maire de ma commune qui a appelé le commandant de gendarmerie. Et en fin de journée, le commandant nous a donné la lettre. Donc en fait, s'il n'y avait pas eu cette lettre qui avait fuité dans la presse, eh bien, je ne serais pas là devant vous. Et Marion était morte d'un chagrin d'amour. Voilà, donc... on nous avait menti, on m'avait menti. Et à partir de ce moment-là, en lisant la lettre et en découvrant les prénoms, ce qu'elle avait subi, les prénoms d'enfants que je connaissais depuis le plus jeune âge, j'ai remonté le fil. Je commençais à mener une enquête, essayer de comprendre. Qu'est-ce que tu découvres justement ? Je découvre qu'elle écrit au présent, que c'est un appel au secours. Je découvre qu'elle nomme les gens. Elle dit ce qu'elle subit, les insultes. On la traite de PUTE, de salope. Les coups qu'elle reçoit. Et après, je me souviens du soir où elle était rentrée et elle avait mal à la joue et elle m'avait dit, on a joué à une bataille, il y avait neigé, une bataille et voilà, j'ai pris une boule de neige en jouant, sauf que dans le dossier judiciaire, quand plusieurs mois plus tard, je découvre qu'en fait, non, on l'avait pris à partie, on lui avait jeté tout ça, qu'elle prenait des coups de compas. En fait, le harcèlement, c'est-à-dire des violences répétées, physiques, verbales, psychologiques, des mises à l'écart, des rumeurs, beaucoup de rumeurs, ce qui avait détruit son estime d'elle-même et le fait qu'elle appelle au secours. Et que la veille, les palpitations étaient dues, on l'a découvert, à une prise à partie par tout un groupe qui voulait la lyncher et qui lui avait dit « Demain, si tu viens au collège, t'es morte ». Et elle avait 13 ans. Vu ce qu'elle subissait depuis des mois, bien sûr qu'elle a eu peur. Bien sûr qu'elle a eu peur. Et après 11 ans, tu comprends le geste de détresse. Tu as travaillé sur le harcèlement aujourd'hui, tu as une association, on va y revenir. Mais est-ce que tu comprends ce geste de détresse ? Est-ce que le fait d'avoir travaillé dessus t'aide à comprendre ? Je comprends qu'on peut avoir de la détresse, que le terreau du harcèlement, c'est la peur, que les enfants à 13 ans, 12 ans ne sont pas encore en capacité de comprendre le monde qui l'entoure. Ce que je sais, du fait de, mon pèlerinage depuis 11 ans dans toute la France et à l'étranger, les enfants nous disent systématiquement, quel que soit leur âge,
ils ne le verbalisent pas comme ça. Ils disent qu'il n'y a pas eu d'adulte protecteur. Ouais. Et je pense que c'est ça, puisque dans l'histoire de Marion, chaque fois qu'elle a pris la parole, qu'elle a demandé du silence, on l'a mise à l'écart. Les professeurs n'étaient pas au rendez-vous, on minimisait, on laissait le gang, la meute, ces caïds prendre toute la place. Donc si tu n'as pas d'adulte qui te protège, alors la société ne te protège pas. Mais en général, non, il faut que les autres protègent, que ce soit dans les clubs de sport, puisque nous, on parle de harcèlement entre pairs, donc dans tous les lieux de socialisation. Si un enfant est victime de harcèlement par un coach ou par un autre élève dans les vestiaires et que personne ne réagit, demain, tu te fais agresser dans le bus ou moi dans le métro ou inversement ou dans la rue et que les passants baissent la tête et tournent le regard, et tu te dis tout le monde était d'accord, c'est exactement ce sentiment, c'est un sentiment d'isolement et qu'on l'a parfois bien mérité. Si l'adulte ne te protège pas et n'arrête pas ce système de violence, alors il est d'accord. Ouais. T'as ressenti de la culpabilité ? Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Parce très que longtemps. t'étais présente. T'étais très présente. Non, alors la culpabilité, elle est d'abord, je vais parler en tant que femme et maman. Le jour où tu donnes vie, je dirais même le jour, alors en tout cas pour ma part, je ne vais pas parler au sens général, parce que le choix de la maternité, c'était un choix, c'était pas subi pour moi. Chaque fois que j'ai su que j'étais enceinte, je sentais une responsabilité pour arriver jusqu'au terme de la grossesse. Et je savais qu'en donnant la vie, il y avait une responsabilité qui n'était pas moindre. De la même façon que, par exemple, un parent va faire naître un enfant qui a une maladie, alors que ça n'est pas génétique, qu'on y est pour rien, on culpabilise en disant c'est sans doute de ma faute, etc. Donc la culpabilité, c'était pourquoi je n'ai rien vu, pourquoi elle ne m'a rien dit. Bon, tout ça aujourd'hui, c'est parti. Oui. Elle ne m'a rien dit parce qu'elle avait peur. Pourquoi eux ne m'ont rien dit ? Parce qu'ils avaient... c'était de la couardise, voire de la lâcheté. La réputation était plus importante que la vie d'un enfant et ça existe encore. La culpabilité de ne pas avoir réussi à la sauver. Et en même temps, j'ai rencontré un de ses médecins qui l'avait opéré quelque temps avant du pied, qui m'avait dit « Mais Nora, vous ne pouviez pas, un enfant, je l'ai découvert là, pour sauver un enfant et faire un massage cardiaque, il faut casser les côtes. Je ne sais pas faire. » Et encore, je me dis, c'était un tsunami, c'était un attentat, mais je ne sais pas comment j'ai réussi à la fois à essayer de la sauver, d'appeler les secours, de ne pas être tétanisée, ce souffle de vie que je voulais encore. Et la culpabilité, elle est partie au fil du temps, parce que des gens m'ont rassurée, parce que des enfants m'ont écrit, qui m'ont dit « Vous n'y êtes pour rien ». Moi-même, je ne l'ai pas dit à mes parents, mais je vais le dire à mes parents. Parce que je ne peux pas changer le passé, parce que j'ai fait le maximum et que... Je ne suis pas coupable, je ne suis pas responsable, mais aujourd'hui, c'est ma mission de faire en sorte que plus jamais un parent n'ait à subir ça, mais surtout qu'un enfant n'ait ce courage du désespoir. Après ton enquête, il y a eu une grande loi du silence, une grande omerta, Ouais. menée par le proviseur du collège. Le principal, ouais. Qui a notamment refusé que des parents d'élèves viennent à l'enterrement de Marion. Ah là, on a... Quand ça s'est passé, l'image qui m'est venue... Je l'ai partagé souvent, c'est que j'ai compris comment, pendant la Seconde Guerre mondiale en France, certains avaient choisi le mauvais camp. Et que moi, j'étais de l'autre côté. Comment on peut vouloir se sauver soi et pas sauver les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Sauver sa réputation, se cacher derrière son petit doigt, l'empêchement, l'omerta, les obstacles. Mais cet homme ne faisait que reproduire le système qui était en place. Je ne l'excuse pas. Il a grandi comme ça, à travers sa carrière. Tu lui as reparlé ? Jamais. Et je n'ai pas envie. Oui. Cet homme n'existe pas. Et tu as reparlé à Ces des gens professeurs ? n'existent pas. Deux. Ouais, deux. Je le raconte, dont le professeur de français. Puis le système s'est mis en place. Et je n'ai pas tout raconté dans Marion, 13 ans pour toujours. Mais j'ai compris le système. Et moi, plus vous m'empêchez, plus vous me donnez envie de combattre. Et moi, le pot de terre contre le pot de fer, je ne comprends pas cette expression. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le professeur de français ? Je l'ai rencontré par hasard dans le RERB. Il était au courant ? Ah bah oui, bien sûr. Oui. Ah bah oui. C'était son professeur de 5e. Elle était en 4e. Je le vois dans le RER, donc c'est un RER parisien. Je dis, tiens, c'est quand même étonnant qu'il soit là. Enfin, c'est improbable. Je dis, il faut que j'aille lui parler, puis j'y vais pas. Et puis, il y a un bus qui m'amène de ce RER à chez moi. Et quand on sort de ce bus, à gauche, je rejoignais mon véhicule. À droite, on allait vers le collège. Voilà, on a un carrefour de sa vie. Et je vais le voir et je me présente. Il me dit, oui, je vous reconnais bien.
Et il me dit comment allez-vous, etc. Et il me dit est-ce que vous avez reçu nos courriers? Mais j'ai dit non, quel courrier? Il me dit mais nous, les enseignants, on a remis un courrier au principal. J'ai dit non, j'ai pas. Et il me dit que lui, il subissait beaucoup de harcèlement, qu'il y avait des vrais problèmes dans le collège, qu'il y avait de l'indiscipline, que voilà, il me disait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je le remercie, on échange, j'en parle à mon avocat. Donc, on écrit au principal, enfin l'avocat, en disant on veut récupérer les lettres. Et il dit il n'y a pas de lettres. Alors donc, je recontacte le professeur de français et je lui dis est-ce que vous pouvez me faire un témoignage par écrit? Et il l'a fait? Et là, il me dit oui, puis je le relance et il me dit non. Il me dit je vais quitter l'établissement, je deviens prof doc dans un autre établissement. Et puis j'ai eu une autre professeure qui, elle, a témoigné en notre faveur, qui racontait tout ce qu'elle subissait, ce qui se passait dans les couloirs, ce qui se passait devant l'infirmerie, l'omerta. Mais on l'a empêché aussi. Comment on gère cette colère de savoir que les gens étaient au courant, auraient pu empêcher le pire et l'ont pas fait? On la vit. On ne gère pas une émotion, on la vit. Voilà, la colère, elle est là. Elle est un moteur. Moi, plus que de la colère, c'était, mais ça c'est lié à ma personnalité, c'est l'injustice. Depuis toute petite, je ne supporte pas l'injustice. Je trouve ça tellement injuste, moi, une enfant de la République, de l'école de la République, de me dire que cette école abandonne ses enfants, les laisse mourir et nous fait croire que c'est un chagrin d'amour, que c'est un cas isolé, alors que pas du tout. Donc voilà. Depuis 2021, le harcèlement scolaire est enfin reconnu comme un délit. Pourtant, en 2023, après le suicide du jeune Lucas, le lien entre le harcèlement et son geste n'a pas été établi par la justice, bien que le tribunal ait reconnu que Lucas était harcelé et ait condamné ses harceleurs. Qu'est-ce que ça dit de notre système judiciaire? Est-ce que c'est utile d'aller déposer plainte? Je ne sais pas. Il faut faire comme on le sent. Si on pense qu'on a besoin... Alors, déposer plainte... Pour moi, c'est important. C'est-à-dire, on dépose sa plainte, sa peine. Donc voilà, c'est un acte quand même qui est important dans son parcours de reconstruction. Néanmoins, de ce que j'ai appris de mon long parcours, c'est que déposer plainte ne signifie pas avoir justice, obtenir justice et avoir un avis à victime. Mais moi, je dis aux familles et aux parents, vous êtes dans votre droit, vous devez porter plainte et personne n'a le droit de refuser votre plainte. Voilà, ça c'est la première chose. Quant au jeune Lucas, bien, vous voyez, il y a une enquête administrative qui a été révélée 2 ans après son décès, qui indique qu'en effet, il a été victime de harcèlement, mais qui n'établit pas de lien de causalité entre le... C'est incompréhensible. Non, mais si, c'est très compréhensible. À un moment, il faut avoir du courage. Ouais. Voilà. Donc, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas en stock. Donc là, nous dire qu'il a été harcelé 2 ans plus tard parce qu'il a fallu demander une enquête administrative, à la fois c'est rassurant dans le sens enfin quand même vous comprenez que ce qu'on vous racontait, ce que disait cet enfant, c'est pas n'importe quoi. Il y a personne qui se lève le matin en disant je suis victime de harcèlement. C'est très facile de prouver le contraire et dire qu'il n'y a pas de lien de causalité. À un moment si, il va falloir, mais ce manque de courage. Le courage de qui? De l'institution, là, dans ce cas, c'est un... oui, écoutez, on va pas se mentir. Moi, je travaille sur une proposition de loi avec une députée Alexandra Martin, justement, où on demande, quand des cas de harcèlement ont été décrits par la famille ou l'enfant, permettre dans le cadre d'un protocole de manière très réglementaire de tenir au courant la famille et dans les 5 jours de rendre un rapport, mais un rapport factuel. Voilà, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas j'imagine que, je ne sais pas. Non, à un moment, les faits parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, on établit, il y a une définition, il y a des faits, répétition. Donc on est dans le harcèlement. Et que dans ce cas-là, si ça ne convient pas à la famille, on demande une enquête administrative. On ne va pas demander une enquête administrative post-mortem. Donc ça, il faut que ce soit un droit inscrit dans le Code de l'éducation, que ce soit inscrit dans la loi, pour protéger les personnes victimes et les familles, mais protéger aussi les enseignants. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, moi je le vois, qui mènent des actions, mais comme il n'y a pas de traçabilité, le jour où il se passe quelque chose, on leur dit vous n'avez pas fait le nécessaire. Si on suit le protocole, ça les protège aussi et ça protège l'institution. Moi, je crois que plus il y a de cadres, plus c'est réglementé, plus il y a un protocole, mieux on protège à la fois la sécurité des enfants et puis du personnel éducatif. Par son geste, Marion est devenue un peu malgré elle un symbole de la lutte comme d'autres enfants. Pour toi, il est essentiel qu'elle ne soit pas morte en vain et que sa souffrance continue de résonner pour éveiller les consciences. C'est pour cela que tu as créé en 2014 l'association Marion la main tendue, qui vise à former le personnel éducatif, à sensibiliser les élèves, à accueillir la parole des victimes. Tu en parleras bien mieux que moi. Tu as créé également des maisons de Marion. Qu'est-ce que c'est les maisons de Marion ?
Alors, cette association, je l'ai créée en 2014 parce que ça n'existait pas. Mm. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des associations sur le deuil, les jeux dangereux, mais comme on ne parlait pas du harcèlement, il ne peut pas y avoir une association sur un sujet dont on ne parle pas. On parlait d'enfance, de protection de l'enfance, et ça fait partie de la protection de l'enfance, évidemment. Et puis on a eu ce qu'on appelle une approche holistique, systémique. L'enfant est au cœur du sujet, l'enfant, et pas l'élève, je me répète vraiment. Toujours se mettre à hauteur d'enfant et pas à hauteur d'élève. Et avoir un point de vue qui soit une perspective à la fois de l'adulte encadrant, le parent, l'enseignant, la communauté éducative, les institutions, les politiques, le système judiciaire. Donc, comment réussir à prévenir ce phénomène auprès de tous ces acteurs, réaliser de la sensibilisation auprès de toutes et tous, et accueillir la parole. Parce que accueillir la parole, la recueillir, c'est assez facile. Si on a un peu d'empathie. L'enfant, il vous dit, il vous verbalise, ou si on a la chance de capter cette information, c'est qu'après, il faut la prendre en charge. Et il y avait un trou dans la raquette dans la prise en charge. Et souvent, on me disait, mais Nora, comment tu as fait pour tenir ? Alors, je vais juste rassurer tout le monde ou pas. C'est que les gens m'ont connue 2 ans après le décès de Marion. Donc forcément, ce long trajet de 2 ans, ce parcours, il m'a permis de me reconstruire, de m'ancrer. Et quand les gens m'ont demandé comment je faisais, j'ai commencé à réfléchir. Parce que j'avais un bel entourage, parce que j'avais un bon avocat, parce que j'avais une force de caractère qui était déjà bien ancrée, très forte, que j'avais des capacités, on ne va pas se mentir, des capacités, j'allais dire, intellectuelles ou de compréhension du monde, qui m'ont permis de faire ça, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est quand même une chance. Les gens sont très étonnés quand je dis dans ma vie, j'ai quand même de la chance d'être entourée de ces gens-là, de faire des bonnes rencontres, et d'avoir cette capacité à comprendre le monde et à transformer mes idées en action. Et je me suis dit, mais ces gens ont besoin d'aide. Et souvent, ils me disaient, et je l'ai compris, on va à la gendarmerie, on est jugé. Il faut trouver un psychologue. Je n'ai pas la capacité mentale, je dois m'occuper de mon enfant, je n'ai pas d'argent. Voilà, parce que quand vous perdez votre enfant, vous perdez tout. Perdez tout. Perdez le sens du commun, vous ne savez plus vous lever, vous ne savez plus vous laver, vous ne savez plus parler, mais vraiment, vous ne savez plus rien. Plus rien, c'est le blackout total. Vraiment. Et pour la fratrie aussi. Et donc est venue l'idée de créer une structure qui s'appelle la Maison de Marion, qui est un refuge. On accueille les personnes victimes, les familles. On réalise des groupes de parole, on prend en charge, parce qu'on connaît le phénomène de harcèlement, d'accompagnement thérapeutique pour les personnes victimes, mais également les auteurs de faits. Oui, c'est important, ça te parle aussi aux harceleurs. Oui, alors je dis auteurs de faits, pourquoi ? Auteurs de faits de harcèlement, parce que le harcèlement, c'est une relation triangulaire et il y a un effet de groupe, une dynamique de groupe et une meute. Et dans cette meute, vous avez des complices, vous avez des suiveurs, vous avez des acteurs et vous avez parfois des personnes victimes d'autres violences ou également de harcèlement ou qui ont été harcelées. Donc, les amener à développer leur empathie et devenir des leaders positifs et de comprendre pourquoi leur souffrance les amène à la violence. Voilà, la colère, c'est une émotion, la tristesse aussi. J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'être rassurée, mais mon besoin ne sera pas rempli en étant violent et en dominant l'autre. Donc voilà, on prend aussi des auteurs, on conventionne avec des établissements, et je ne vous parle pas des auteurs de faits graves. La sanction réglementaire doit tomber, ça c'est un problème en France. Il n'y a pas de sanction réglementaire dans l'établissement systématique. Et la sanction judiciaire, c'est encore pire. Mais pour faire en sorte que ces enfants comprennent que leur posture, elle est défavorable aussi pour eux. Et faire comprendre aux parents qu'un enfant qui harcèle, c'est un enfant qui ne va pas bien et qu'il aura des risques d'échec scolaire. Ça jouera sur ses déterminismes scolaires et sociaux et que c'est une posture qui l'amènera vers ce que j'appelle un continuum des violences. Violence de rue, violence conjugale, violence au travail, violence tout court. Et on ne peut pas vivre dans un monde violent. Il est déjà. Donc, Pendant des années, tu luttes pour que la justice reconnaisse le suicide de ta fille. Ouais. Le tribunal administratif a reconnu que l'État, donc l'école, était responsable, partiellement coupable en tout cas, de ne pas avoir repéré le harcèlement de Marion. Mais il a souligné que le cyberharcèlement vécu par Marion ne relevait pas de la responsabilité de l'établissement scolaire. Comment tu l'as vécu, cette décision ? Comme celle pour Lucas, je veux dire, à un moment, les mots ont un sens. Après, voilà, si ces gens se sont encore cachés derrière leur petit doigt. Mais là, tu as du recul, mais le jour même. Ah, mais non, mais vraiment, j'étais heureuse de me dire, on n'est pas fous, quoi. Ouais. Faut quand même me remettre dans le contexte.
je ne suis pas mythomane. Marion n'a pas laissé une fausse lettre. Personne qui se lève un matin en disant je vais décrire et écrire ce que je subis. Non, à un moment, faut que ces gens reviennent dans notre monde. Pour le cyber, comme j'ai une vision, et je l'ai toujours eu vis-à-vis du cyber, qui est pour moi le point d'orgue de ces violences qui sont d'abord réalisées dans un cadre physique, des interactions réelles. Alors avec du recul, il faut contextualiser. Ça a permis quand même 2 choses. C'est qu'à l'époque, le téléphone portable était accepté au collège. Oui. C'est-à-dire non interdit. Oui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Eh bien, grâce à la condamnation de l'État, parce que c'était la démarche de notre avocat au pénal, c'était David Père, et là c'était Maître Agache, c'était de faire en sorte que l'État, à travers l'histoire de Marion et le drame, mette en place une procédure et un protocole de prévention et de prise en charge. Voilà, comme les CHSCT dans le... C'est-à-dire qu'on a des risques professionnels, là on a des risques aussi psychosociaux à l'école, donc il faut les prendre en charge. Donc interdiction des téléphones portables qui ont suivi. Donc on pourrait dire merci Maître Agache et notre courage quand même, parce que voilà... Merci Marion de continuer à me donner le courage d'y croire encore. Merci Marion de me laisser tenir ma promesse à ton égard. Ouais. Elle est là avec toi tout le temps. Comme mes autres enfants. Ouais. Je suis la maman de 3 enfants et juste pour le cyber, les choses ont évolué. C'était en 2017, en 2023. Enfin, il a été décidé que tous les faits commis dans l'établissement ou en dehors d'établissement par le biais du cyber, si ça avait des conséquences dans la vie de l'enfant et sa vie scolaire, relevaient du harcèlement scolaire. Donc on avance. Mais punaise, on va être en 2025. Ça fait 11 ans que je raconte la même chose. Je passais pour une folle, j'ai l'air moins folle, mais je suis toujours aussi déterminée. Tu parlais de tes 2 autres enfants. Comment on se reconstruit après la perte d'un enfant en trouvant la force pour continuer de vivre avec ses autres enfants? Il faut du temps. Alors après, c'est particulier. Quelle relation on a avec ses enfants, quelle place a la maternité dans votre vie, c'est quoi la parentalité. Voilà, je ne veux pas non plus... Voilà, je vais parler de mon cas particulier parce que souvent on me dit que je suis résiliente et je dis toujours que je ne le suis pas, je suis résistante. Il faut que les gens aussi, s'ils m'écoutent et qu'ils passent... Ils ont un problème quel qu'il soit, ils font face à la maladie, à un cancer, à un drame, une perte de chance, un divorce. Voilà, c'est des drames de la vie que je ne juge pas. Soyez résistants. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Un jour, ça va, l'heure d'après, ça va pas. J'ai été orpheline longtemps. Marion était ma première fille, c'est celle qui m'a fait devenir mère. Sans elle, je ne serais pas mère, donc je lui dois aussi beaucoup. J'ai appris à travers elle, c'est elle qui m'a appris à pouponner, à allaiter, à aimer. C'est Marion. Sans elle, je ne serais pas la mère. Et l'absent prend toute la place. Voilà, c'est très compliqué. Vous mettez la table, vous mettez 5 assiettes, vous êtes 4. C'est très, très compliqué. C'est les gestes du quotidien qui vous détruisent, vraiment. Donc, essayez de refaire la politique des petits pas. Et puis un jour, ma seconde fille, je le raconte dans Marion, 13 ans pour toujours, j'étais dans le bureau de... Je dis le bureau de Marion parce que sa chambre était devenue mon QG. Et elle me dépose un petit papier en disant Baptiste et moi, on est là aussi, occupe-toi de nous. Et là, ça résonne en toi. C'est une déclaration d'amour. Donc évidemment, j'arrête tout. Voilà. Donc je remercie pour le coup mes enfants d'être ce qu'ils sont. Je leur dis bravo, quel courage d'exister. On me pose souvent la question, est-ce qu'ils sont investis? Surtout pas. Ils ont leur vie. J'avais lu un livre un jour d'une jeune femme qui avait perdu sa sœur et sa mère est très engagée dans une association. Et elle s'est engagée auprès de sa maman. Elle disait que ça avait détruit sa vie. Et je sais pourquoi pour moi, ce que tu cherches dans le regard de ta mère qui combat, un regard aimable, aimant, et dire j'existe aussi. Et donc quand ma seconde fille a mis je ne dis pas le prénom parce que maintenant elle est grande et elle doit vivre sa vie, elle a eu un courage et c'est une jeune femme d'un courage exceptionnel. Je crois qu'on dit souvent que perdre son enfant c'est ce qu'il y a de plus dur. Je crois que de perdre son frère ou sa sœur, il n'y a pas de mots.
Je rappelle que Marion, 13 ans pour toujours, est disponible sur la plateforme France.tv. Et une information très importante, il existe un numéro unique si vous êtes victime ou témoin d'un harcèlement scolaire ou de violence numérique. C'est le 3018 où vous pouvez vous rendre sur 3018.fr. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Nora pour ton courage et ta détermination 11 ans après pour continuer de te battre pour que justice soit rendue à Marion et pour tous les autres enfants et toutes les autres victimes et tous les autres parents. Merci Nora. Merci, oui. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'une histoire, une vie avec de nouveaux témoignages hors normes et des débats percutants sur les grandes questions de société. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.